Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Sixième épisode du podcast, cette fois on traverse l'Atlantique et on retrouve Gabriel, préparateur physique, spécialiste notamment en hockey. Et surtout, ça fait 10 ans qu'il utilise la neurologie fonctionnelle et la posturologie pour accompagner les athlètes de haut niveau. Salut Gab, Salut mec! ça va, tu vas bien? En forme toi, man? Nickel. Ça fait plaisir d'entendre cet petit accent de l'autre Ah ben côté. moi aussi, man. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, là. J'étais en manque. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Setup Podcast. Ben merci à toi pour l'invitation. Je suis content d'être dans tes premiers pour les débuts de ton podcast. C'est vraiment cool. Merci à toi, man. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter du coup? Ben oui, certainement. Mon nom est Gabriel Roy-Lehoux. Je suis préparateur physique pour les Français. Le terme, c'est préparateur physique. Ici, on appelle ça des kinésiologues qui œuvrent dans le domaine de la préparation physique. Je suis posturologue également. Je suis propriétaire du centre Athletic One à Dorval, au Québec, Canada. Donc, le parcours assez traditionnel pour les kinésiologues ici. Donc, je suis allé à l'université pour faire un baccalauréat en activité physique, profil kinésiologie. Dès la sortie, j'ai commencé à faire de la formation continue. J'ai fait ma certification en posturologie. J'ai fait des certifications avec Metagenics pour le côté alimentation, avec Charles Poliquin, avec la biosignature. J'ai fait des formations avec Pierre Roy en haltérophilie, avec Dimitri Klokov, avec Charles Poliquin beaucoup au niveau de la préparation physique, périodisation. Dans les dernières années, beaucoup avec Christian Thibodeau, énormément avec Stéphane Cazot, qui m'a amené vraiment mon côté ingénieur de la performance à un autre niveau. Évidemment, mon mentor de tous les mentors, Mathieu Boulay en posturologie puis en neurologie fonctionnelle, qui a amené vraiment ma compréhension du truc à un autre niveau. Donc, ça fait bientôt 12 ans que je suis dans le domaine. Évidemment, comme tout bon coach, j'ai commencé avec la perte de poids, fat loss et de la prise de masse musculaire dans mes débuts de carrière. Puis maintenant, je me concentre un peu plus sur tout ce qui est population athlétique. Mais j'ai quand même encore une population générale que j'appelle la Gen Pop, qui est une Gen Pop plus athlétique qu'auparavant. Donc, c'est des gens souvent qui ont fait des sports auparavant, puis qui ont, bon, ils font pas nécessairement un athlète professionnel, mais qui ont joué de façon amateur à haut niveau, puis qui arrivent à un âge jusque-là, la carrière, les enfants, etc., puis ils veulent recommencer à faire du sport, puis ils veulent s'entraîner. Des fois, c'est le sport, ça devient l'entraînement, ou ils viennent s'entraîner pour faire du sport. Ce qui est un peu mon cas à moi. J'ai joué quand même à plusieurs sports au niveau. Maintenant retraité, mais j'aime bien continuer la compétition. Donc, je m'entraîne pour pouvoir continuer de jouer contre des jeunes gringalets qui me donnent de la difficulté. Donc, je m'entraîne pour les suivre, là, finalement. Là. Donc, c'est un peu l'idée d'Athletic One, c'est prioriser évidemment tout ce qui est développement athlétique sous toutes ses formes, mais également d'ajouter à travers ça euh, la, 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 tout l'entraînement des gens qui disent qu'ils veulent se remettre en forme, que ce soit pour la perte de poids, la prise de masse musculaire, je les prends, puis on les entraîne, puis on fait les mêmes tests qu'on ferait avec des athlètes de haut niveau. Là. Donc, c'est vraiment cool parce que ça crée une dynamique où que les athlètes de haut niveau s'entraînent avec soit des jeunes qui sont là pour d'autres objectifs complètement, mais qui ont nécessairement un peu le même entraînement, si on veut, d'une certaine façon, ou le même encadrement, si on peut dire. Super. Fait que c'est ça, en gros. C'est un petit résumé. Ça pourrait être pas mal plus long que ça, mais en gros, c'est pas mal ça. Ouais, c'est compliqué de résumer chaque fois les présentations. Euh, Effectivement. donc du coup, tu m'as parlé que tu avais les gym pop qui s'entraînaient du coup avec les athlètes de haut niveau. Euh, pour toi, c'est quoi un athlète? Et écoute, un athlète, c'est d'abord une spécialité. Hein? Donc, c'est déjà quelqu'un qui a choisi de faire un sport plus spécifique. Il y a des athlètes qui font plusieurs sports en plus jeune âge, souvent.
mais c'est déjà, on va voir qu'ils ont des réflexes, une coordination. On va voir à un jeune âge qu'il y a des habiletés motrices qui sont plus développées que d'autres. Donc, à la base, au niveau de ma perception d'un athlète, c'est quoi? C'est des bébites un peu plus extraordinaires de la façon qu'on va les traiter que les gens qui viennent, qui sont plus sédentaires puis qui vont rechercher des entraînements, comme on mentionnait tantôt, plus traditionnels. Donc, même si j'entraîne la Gen Pop, les athlètes, de façon assez similaire dans une certaine perspective, et c'est sûr que les athlètes, c'est des bébites spéciales, il faut les prendre à part dans une certaine façon. Donc, c'est sûr que d'un point de vue, évidemment, de la spécialité, comme on mentionnait, mais avant même de parler de ça, on peut parler de la portion physique. Donc, moi, je vais toucher en tant que préparateur physique, mais il y a la portion mentale également, que même si on n'est pas des gens qui sont formés pour la préparation mentale, il va y avoir un aspect avec le coach, étant donné qu'on passe tellement de temps avec ces gens-là. Il y a une certaine tâche de ce côté-là où il faut faire le relais quand on n'a pas un travail multidisciplinaire avec des gens qui sont là pour la préparation mentale. Il y a l'aspect nutrition qui va être évidemment différent que la population générale parce que les demandes physiologiques vont être différentes. Mais le gros bloc différent, c'est les aspects techniques, tactiques qu'on va retrouver dans les sports spécifiques de ces athlètes-là versus par exemple, les gens qui viennent pour une perte de poids, ils peuvent faire un entraînement annuel de perte de gras sans ajouter d'éléments de coordination, de rythme, de précision à leur entraînement, puis ça ne fera pas vraiment de différence. Fait que pour vraiment là, diviser un peu les deux modèles, c'est que la préparation physique chez un athlète va être beaucoup plus grand que la préparation physique qu'on va faire avec quelqu'un en population générale. Ça va être plus relié à plus l'aspect physique et nutrition avec quelqu'un qui est en population générale. Ouais, top. C'est le fameux au bon endroit, au bon moment et le bon geste. Le fameux timing, exactement. Ouais. Bon, il y a un autre élément également que j'ai oublié de mentionner, mais il y a le facteur positionnel chez les athlètes. Donc, dans les sports d'équipe, qui sont les sports avec qui je travaille le plus, il y a un élément de position qui va évidemment ajouter à la spécialité du sport, à prendre en compte, évidemment. Chose qu'on n'aura pas avec quelqu'un en population générale ou même avec un jeune athlète, là, la plupart du temps. Ouais. Si tu pouvais me résumer ta philosophie d'entraînement, qu'est-ce qu'elle serait? Oui, la philosophie A1. C'est ça. Écoute, depuis les dernières années, je dirais là, les 8-9 dernières années, quand j'ai commencé à ajouter la posturologie et toute la question préparation plus neurologique de l'entraînement relié à la performance, je dirais que le plus gros, ce qui me démarque de la concurrence, si on peut dire, ou du marché de l'entraînement en ce moment, c'est qu'on ne parlera pas juste justement d'entraînement. On va parler de surtout ce que vous appelez en Europe, et j'adore ça, c'est la réathlétisation. Donc, c'est de prendre un athlète ou même quelqu'un qui est pas considéré comme un athlète au moment, mais qui veut améliorer son sort et de trouver les failles entre son système nerveux et son corps, puis de les corriger, puis de les amener à un niveau optimal. Je dirais que la philosophie chez One, c'est ça. Donc, qu'on ait quelqu'un, comme je mentionnais tantôt, qui est à sa retraite et qui veut recommencer à jouer au golf, mais qui manque de mobilité au niveau du bassin ou au niveau des épaules, mais on va aller trouver pourquoi. Si on trouve qu'il y a des asymétries entre les connexions entre son cerveau et ses muscles, bien évidemment, on va gérer ça avant même de penser au côté entraînement. Donc, souvent, dans le monde de la préparation physique, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on va utiliser des outils qui vont être minces au niveau des résultats, parce que je peux en parler parce que je l'ai utilisé dans le passé. Donc, on va faire des étirements, on va faire des exercices de mobilité, mais on travaille que le muscle et on ne travaille pas finalement le système nerveux central, donc tout l'ordinateur qui contrôle ces muscles-là et le geste au final. Donc, la grosse différence dans la philosophie, c'est ça.
c'est l'aspect neurologique pour le mouvement, mais ultimement pour la performance, parce que les gens sont là pour des résultats. Donc, réathlétisation, si on peut appeler ça comme ça, je pense que les gens vont reconnaître le mot. Ensuite, ça va être dans la façon que j'amène la réathlétisation, évidemment, qui va être très particulier. Les objectifs, donc des objectifs clairs avec le client. On prend beaucoup de temps à faire des tests, recueillir du data pour, tu le sais comment c'est, Gaël, les gens arrivent, même les athlètes de haut niveau, puis je vais être plus fort, je vais être plus puissant, je vais être plus vite, ou il faut que je perde du poids avant ma compétition, etc. Puis quand on passe les tests, on s'aperçoit souvent que au final, les objectifs que le client ou l'athlète se sont fixés dans leur tête, puis la raison qu'ils sont devant toi, c'est pas nécessairement l'objectif qui devrait être l'objectif principal du moment présent. Donc, de cibler les objectifs vraiment précisément en faisant des tests, également en discutant avec l'athlète. Je pense que c'est ce qui démarque aussi. Souvent, ce que j'ai vu dans le passé pour avoir travaillé dans le multiple gym, avoir de multiples entraîneurs autour de moi, c'est le client arrive, je veux être plus agile dans mon sport, OK, on va faire de l'agilité. On ne fait pas de test, on n'évalue pas les qualités physiques pour savoir c'est quoi qui manque. Si vraiment il y a un problème d'agilité, qu'est-ce qui manque à cette personne-là, à cet athlète-là, pour gagner en agilité? Okay? Des fois, c'est pas nécessairement de faire des mouvements d'agilité qui vont nous faire gagner en agilité. Ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui nous écoutent, mais c'est la réalité. Donc, réathlétisation, objectif défini très clairement, la batterie de tests très spécifique. Et évidemment, passer, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est d'utiliser le chemin le plus court pour aller vers les résultats qu'on veut obtenir. Donc, en fait, c'est maladroit un peu comme phrase, mais c'est une façon vulgarisée pour le client. Mais pour les préparateurs physiques, pour les entraîneurs, pour les coachs qui nous écoutent, c'est vraiment de faire en sorte d'optimiser les résultats dans le temps qu'on a et d'optimiser au maximum. Donc, c'est multifactoriel, l'optimisation, évidemment, mais il faut absolument prendre en compte tous ces facteurs-là et essayer d'aller chercher la meilleure information, d'avoir testé ça auparavant, puis d'amener ça à un autre niveau. Ce qui va faire la différence entre le meilleur coach et le coach qui va peut-être avoir peut-être moins de clientèle, de moins bons résultats, c'est celui qui se pose tout le temps la question « Pourquoi je sélectionne tel paramètre? Pourquoi je fais tel test? Pourquoi cet athlète-là, je vais faire tel mouvement alors que l'autre athlète, pour le même sport, pour le même objectif, il va falloir que je fasse autre chose? » Donc, de toujours justifier un peu qu'est-ce qu'on fait, on finit par se remettre en question. Puis ça, c'est, je pense, les bases de la vie pour pouvoir accomplir de grandes choses. C'est tout le temps se remettre en question. Rester ouvert, évidemment, à d'autres alternatives, mais définitivement, d'avoir les meilleurs résultats en le moins de temps possible pour un athlète, c'est la base, en fait. Donc, la philosophie est one, vraiment réathlétisation au départ avec la posturologie et l'aspect neurologique de l'entraînement. Définition des objectifs clairs avec des tests spécifiques et meilleurs résultats en moins de temps possible. Évidemment, les gens vont dire « Ouais, mais là, ça veut dire que tu vas faire pousser tes athlètes en fou dans le gym et tu vas risquer de les blesser. » Non, c'est évidemment en prenant en compte que si on a fait de la posturologie, qu'on a amené une meilleure connexion avec le corps, qu'on a une meilleure proprioception, un meilleur système vestibulaire, que nos organes sensoriels prennent l'information de façon adéquate, qu'on va arriver pour charger sur les bords, quand on va arriver pour pousser la machine va pouvoir le prendre. Évidemment, on risque jamais l'athlète au dépend d'aller plus vite puis d'avoir des meilleurs résultats. Okay? Donc, ça, il faut que ça soit bien clair. Donc, la philosophie de base, là, je dirais, là, c'est autour de ça. Ouais, c'est ça, c'est réussir à identifier le maillon le plus faible de la chaîne. Et c'est ça qui est vraiment drôle dans ce que tu disais là, où l'athlète, il sait qu'il manque d'agilité, et du coup, l'entraîneur, il lui fait faire de l'agilité. Et en fait, exact. Ce que les gens, ils oublient, c'est que pour avoir de l'agilité, il y a plein de chemins pour avoir cette agilité. Et ça peut être plein de blocages différents. Et souvent, il n'y a pas de recette miracle en disant OK, tu n'as pas d'agilité, fais ça. Tu n'as pas de force, fais ça. Tu n'as pas de chaîne poste, fais ça. Ben non, chacun est différent et chacun a un défaut. Personne n'a le même défaut. En plus.
Mais c'est une folie parce que ce qu'on voit, ce qui fonctionne le plus en ce moment à tous les niveaux, là, c'est vraiment les recettes toutes cuites et toutes préparées d'avance. Puis bon, on peut parler de notre domaine, mais c'est dans tous les domaines, c'est ça, là. Les applications pour rencontrer les filles, la nourriture, c'est livré à ta porte maintenant, tout est préparé d'avance, personne cuisine. Donc, c'est du réchauffé. Puis en même temps, je comprends l'entraîneur moyen du quotidien. Ben, il y a des parents ou il y a des athlètes qui ont un certain montant d'argent à dépenser. Puis, si tu leur ramènes pas ce qu'ils veulent, d'un certain sens, ben, ils vont aller ailleurs. Donc, c'est pas évident des fois pour le coach de dire, ah, ben, tu sais, moi, j'ai ma façon de faire. Puis, je pense de la définir très clairement, c'est déjà une étape d'avoir un produit qui est très simple à décrire. Puis d'avoir eu des résultats dans le passé. Donc, je peux comprendre que pour des coachs au départ, ça peut être difficile d'arriver et tout de suite implanter leur façon de faire. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, c'était, on va y aller de ma façon. Puis si tu veux pas y aller de ma façon, ben écoute, je vais te référer quelqu'un d'autre, tu sais, parce que sinon, à la fin de la journée, de négocier tout le temps, on arrive à rien. Tu sais, si tu appelles le plombier pour faire des réparations chez vous, puis pendant qu'il est en train de faire les réparations, tu lui donnes des conseils ou pour lui dire que le tuyau devrait passer à tel endroit au lieu de tel endroit, puis lui, il dit, écoute, je fais passer le tuyau là, il y a des risques que ça repète. Ben, écoute, après ça, c'est toi qui décides, là, tu sais. Je sais. C'est un peu une analogie maladroite, là, mais je pense que les gens peuvent comprendre que ça fait plus ou moins de sens, surtout qu'en plus, on parle du corps humain, là, qui est une machine tellement complexe. Là. On ne parle pas juste de tuyauterie de plomberie. Donc, oui, effectivement, je te rejoins. Le problème peut être très différent d'une personne à l'autre en plus de ça. Ouais, et forcément, ça demande du temps, ça demande de l'expérience et ça demande, ben, comme tu disais, de la remise en question. C'est que on peut se tromper et dire, ah mince, je pensais que c'était ça, mais il ne faut pas se tromper bêtement et foncer dans les choses. Il faut réussir à apprendre. Exact. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu avais beaucoup d'athlètes de plusieurs niveaux différents, du jeune jusqu'à l'élite adulte. Quelle différence tu prends en compte entre les kids, ou d'ailleurs ça fait un moment qu'on n'a pas vu de story là où tu as tes entraînements avec tous les kids, et avec du coup, l'athlète qui est en NHL. Oui, effectivement. Écoute, ça va recommencer à partir de la semaine prochaine. Puis évidemment, je vais amener le marketing sur les réseaux sociaux à un autre niveau dans la prochaine année. Donc, on devrait voir des trucs assez cool avec les jeunes. Ma plus jeune, quand elle a commencé, elle avait 6 ans. Là, juste pour donner un exemple. Nous, les athlètes, ça n'a pas d'âge, là, vraiment. Là, fait que plus jeunes on peut les avoir, mieux c'est. Pourquoi? Ben, ça va répondre un peu à ta question. C'est que les gens ont en tête l'entraîneur et l'entraînement un peu la même chose avec les poids. Puis il y a encore ce fameux mythe là, où l'entraînement peut amener des effets délétères au développement, alors qu'au contraire, c'est l'opposé complètement. Puis évidemment, toujours fait de façon consciencieuse avec les bonnes méthodes d'entraînement, les bons concepts au bon moment de la vie. Mais une des choses qui va différer entre, je pense que c'est un peu ça ta question, la différence entre l'athlète de haut niveau là, qui est déjà à l'âge adulte, qui a maturé d'un point de vue physique et d'un point de vue neurologique, et ce jeune athlète-là de 6 ans, ou cette jeune athlète-là de 6 ans, ben, ça va être les patrons moteurs. Donc, s'assurer que tout ce qui est connexion entre cerveau et muscle qui est optimale, comme on mentionnait tantôt, c'est une des bases, une des fondations de l'entreprise A1. Donc, évidemment, que soit jeune ou pas jeune, on va le faire, mais c'est juste qu'on va passer beaucoup plus de temps à 6 ans à tout faire en sorte pour intégrer à 100%, en fait, parce qu'on est encore dans l'âge où ce que justement la mécanique, la biomécanique du corps est modelable. Le corps est modelable, le cerveau est beaucoup plus modelable. Ce qu'on appelle la neuroplasticité est beaucoup plus disponible à cet âge-là. Pas qu'elle l'est plus rendue à 21 ou à 18 ou à 16, mais c'est juste qu'on est en plein dans le moment là, où toutes les choses importantes se passent, si on peut dire. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je vais avoir une grosse emphase sur tout ce qui est le côté, le volet postural et le volet motricité, que ce soit la motricité plus grossière que la motricité de base.
Donc, d'apprendre à bouger avec son corps, de contrôler son corps dans l'espace, ça va faire partie des fondations du programme d'entraînement d'un jeune. Donc, par la bande, on va avoir beaucoup plus de variations de mouvement qu'un athlète élite. Il va avoir beaucoup plus de variations au niveau des stimulus d'entraînement. Donc, c'est une population, les jeunes, qui peuvent faire 4, 5, 6 différents stimulus dans la même semaine. Pourquoi? Ben, premièrement, c'est le seul moment de la vie où, justement, ils vont avoir une charge au niveau du poids corporel qui est tellement minime qu'ils vont avoir une capacité de récupération extraordinaire. En plus, ils sont dans un moment de leur vie où ils peuvent se permettre justement d'exécuter beaucoup ils ont énormément d'énergie disponible pour se développer. Donc, c'est le temps de les stimuler avec différents facteurs de stimulation, si je peux dire ça comme ça. Je n'arrive pas à trouver dans mon vocabulaire un synonyme à stimuli. Là. Mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, dans la même semaine, comme je mentionnais, on peut faire un entraînement de pliométrie, on peut faire un entraînement où on démonte des exercices de base comme des squats, des dips, des chin-ups. Puis dans une autre journée, on peut faire un travail plus aérobique. Donc, autant la construction du système aérobique, les poumons, le système cardiovasculaire est super important parce qu'en plus, les jeunes bougent de moins en moins. Ils ont moins de sport à l'école, ont moins accès, surtout en plus cette année, imaginez, avec nous, on a des couvre-feux au Canada, on a des trucs de fous là, qui nous empêchent de faire un paquet de trucs librement. Donc, les jeunes ne peuvent plus vraiment jouer ensemble. Juste de jouer à la base, c'est une façon d'intégrer des patrons moteurs, de développer des systèmes énergétiques que normalement, je n'aurais jamais besoin de faire en salle auparavant, il y a 10 ans, quand j'ai commencé avec des athlètes, parce que les jeunes jouaient dehors. Donc, aujourd'hui, c'est très différent. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé, mais une grosse différence, c'est ça, entre les athlètes élites et les jeunes, ça va être la quantité de stimulus qu'on peut aller chercher dans une variable de temps donnée. Ouais, ou peut-être, j'allais dire, ces fameux modes de vie, enfin l'évolution des modes de vie, c'est qu'en fait, ils ne sont pas encore arrivés à l'élite et donc du coup, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec les athlètes élites dans 10 ans. Tellement ça. Tellement ça. Tu as tellement raison quand tu dis ça, Gaël. Puis c'est une folie, j'imagine, vous avez la même chose en France pour d'autres sports, mais ici, c'est le hockey. C'est une religion, carrément. Peut-être comme le foot ou le football, ou le rugby chez vous, ou le tennis, même à la limite. Là. Les parents sont fous. Ils vont envoyer les enfants avec des coachs pour travailler les habiletés au niveau des mains. Une autre journée, c'est pour faire du power skating, donc pour travailler le patin. Une autre journée, ça va être le coach pour les mises en échec. Une autre journée, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus, c'est tout le temps sur la glace. Puis après ça, moi, je reçois ces kids-là pour de l'entraînement en salle. Puis on fait des genres d'exercices de coordination, des exercices d'attraper une balle, aussi simple que ça. Puis les enfants ne sont pas capables de le faire. Ce n'est pas des jokes que je vous raconte là. C'est déplorable à quel point le développement moteur des enfants, plus ça avance, pire il est. Donc, on doit faire des conneries monumentales puisque c'est définitivement pas normal. Donc, on arrive avec des athlètes hyper spécialisés déjà en très jeune âge. On va en reparler, je pense, tantôt, là, mais ça, pour moi, c'est vraiment là, c'est criminel. Dans une certaine mesure, c'est criminel. Il n'y a pas assez de coachs comme nous, de monde dans le domaine de l'activité physique qui n'en parlent pas assez. On devrait parler de ça à tous les jours parce que je continue à avoir des conneries continuellement où que les enfants sont tout le temps en train de faire la même activité physique. Puis bon, je dis ça pour le hockey, mais comme je disais tantôt, pour les gens qui jouent au baseball ici en Amérique du Nord, ben, c'est qu'il y a du baseball à l'année. On ne fait plus autre chose. Donc, il y a un autre aspect que je peux mentionner au niveau du profil d'entraînement entre l'élite et le jeune athlète, à part la variation et la fréquence. Et évidemment, on va plus travailler en vitesse qu'en force. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des mouvements parce qu'on n'aura pas des charges. Chez un jeune athlète comme ma jeune fille là, que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, ben, elle squatte maintenant son poids corporel. Elle pèse 55 livres. Mais bon, si elle squatte son poids corporel à 6 ans ou à 7 ans,
ben, quand elle va avoir 16 ans, elle va encore squatter son poids corporel si elle continue de s'entraîner. Donc, gros avantage par rapport à quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'entraînement. Elle va avoir stabilisé un poids pendant son développement. Puis je dis ça, elle va squatter son poids corporel. D'après moi, elle va squatter bien plus que son poids corporel rendu à 14, même 13 ans. Évidemment, comme je mentionnais, l'idée, ça va être quand même de prioriser dans la fréquence, dans le volume d'entraînement, plus de tâches motrices qui vont impliquer de la vitesse. Donc, des accélérations, des mouvements de pliométrie, de l'exécution d'une tâche motrice en fast-forward, donc en rapidité. OK? Donc, pour habituer le cerveau à développer le speed reaction, donc le temps de réaction. Donc, c'est ça. Il va y avoir beaucoup d'applications. Pas qu'on n'en fera pas que des athlètes de haut niveau, mais on va passer plus de temps avec des jeunes athlètes à faire ce genre d'activité physique-là versus avec un jeune, par exemple, de 16-17 ans qui n'aurait pas maturé physiquement puis que ça serait au détriment de se faire sélectionner dans une équipe junior, par exemple. Ben là, on a un travail peut-être plus en prise de masse musculaire à faire, un travail en force, en puissance, qui va être dès lors très différent là, du jeune joueur de hockey là, qui est de mon côté, mais pour n'importe quel sport, ça serait un peu la même dynamique. Mm. Et au final, c'est ce qu'on retrouve dans une cour de récréation à l'école. C'est de la vitesse, c'est de la pliométrie, Voilà. c'est des sauts, c'est des jeux de Voilà. balles, c'est exactement. Exact. On retrouve pas des racks à squat dans les cours de récré. Non. Donc, Non, puis si on a accès à en faire, ben, ça va être pour apprendre le patron moteur. Donc, j'en parlais tantôt, d'apprendre les mouvements, ça va toujours être ça, peu importe le groupe d'âge avec qui on travaille, il faut apprendre la mécanique du mouvement avant de pouvoir charger. Mais c'est encore plus vrai chez un jeune adulte ou une jeune fille de 7 ans ou 8 ans, peu importe. C'est juste d'apprendre la mécanique, de mettre une barre sur les épaules, peu importe le poids de la barre, puis d'apprendre à bien bracer le mouvement qu'on appelle en anglais, là, donc à bien c'est quoi le mot en français? Intégrer. Bordel. Scinder, si on peut dire. Scinder l'abdomen avec tous les muscles du corps pour s'assurer qu'on a de la stabilité dans un mouvement. Ouais, dissocier, du coup. Oui, aussi, la dissociation. Donc, ça va être un des éléments qu'on va ajouter dans les programmes. Mais bon, oui, la vitesse avant tout à cet âge-là, chose qui devrait être développée à l'extérieur des centres d'entraînement. Je m'attends, moi, à arriver avec un athlète qui a déjà développé ces qualités physiques-là, mais c'est pas fait. Donc, il faut tout reprendre le travail à zéro la plupart du temps. C'est dommage, mais on s'est rendu ça. C'est rendu ça. Donc, quoi d'autre? Ben, dans la pliométrie, je ne sais pas si c'est quelque chose que ça va intéresser les gens. J'imagine que ça peut intéresser. Il y a 3 phases, en fait, que je vais développer dans la plio versus quand j'arrive avec un athlète de haut niveau, que je m'attends encore une fois que ce soit des éléments qui soient déjà implémentés. Donc, la première phase d'un contact pliométrique, ça va être la phase d'absorption. Donc, je vais évidemment vouloir de la stabilité. Donc, souvent, je vais pouvoir passer, un exemple que je vous donne, là, peut-être des fois 2 mois d'entraînement juste à faire de l'absorption parce que les capacités physiques du corps de ce jeune enfant-là n'ont jamais fait de mouvement de pliométrie. Donc, il faut vraiment apprendre à absorber avant de générer de la force. Donc, ça va être pour le premier élément. Par la suite, on va travailler tout ce qui est le côté restitution. Donc, un coup qu'on a absorbé de l'énergie, il faut être capable de la restituer, il faut être capable de la conserver dans les articulations. Puis par la suite, générer de la puissance, de la vitesse, peu importe la force. Ça va être le côté expression du mouvement. Donc, la direction, s'assurer qu'il y a du rythme dans l'exercice, qu'il y a de la coordination entre les différents portions du corps. Donc, ça va être des trucs qu'on va coacher en salle qui devraient à la base, comme tu le sais, être appris de façon plus naturelle, plus organique, si on pourrait dire. Mais encore là, c'est des éléments qu'il faut coacher maintenant parce que les jeunes ne sont pas capables de les faire.
Ouais, c'est ça. Mais c'est Triphasic Training de Cal Dietz qui en parle beaucoup. Oui. Mhm. Qui en parle beaucoup, ouais. Ouais, j'adore ça, entraînement triphasique. Une périodisation un peu particulière, mais très applicable pour le sportif. Ouais, c'est ça. Tu parlais beaucoup t'allais dire, de ce qu'on faisait de certaines choses qui étaient criminelles avec les jeunes. Qu'est-ce qui, d'après toi, tu vois trop souvent et qui est surcoté et pas efficace? Parce que tu disais, la philosophie de Awan, c'est de prendre le chemin le plus court et le plus efficace. Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu vois que tous les jeunes font, mais qui, au final, c'est surcoté et c'est pas assez efficace. Ben écoute, euh, j- tu m'avais envoyé ta liste d'exercices, Gaël, d'exercices. Tu m'as pas fait de programme encore. Ça va venir, ça. Tu m'avais demandé de décrire un peu bon, la différence entre les jeunes puis l'élite. Je t'ai parlé beaucoup des jeunes. Est-ce que tu voulais que je te parle un peu de la vision au niveau de l'élite avant de te répondre à ta question suivante? Ouais, si tu veux, si tu veux. Ouais. OK. Après, Ben, brièvement, là, je te mentionnerai parce que je l'avais identifié quand même comme une portion importante de l'entrevue. Là. Donc, je reviendrai à ta question après ça. Ça va? ouais, y a pas de souci. Donc, pour tout ce qui est élite, du côté de mon approche, la différence vraiment entre les deux, si on parlait tantôt de patron moteur, de coordination, de motricité, euh, de pliométrie, de vitesse avant force ou gain de masse musculaire, de trucs comme ça, avec l'élite, ça va être quand même d'identifier les qualités physiques qu'on a à développer pour le sport spécifique. Donc ça va être vraiment majeur en termes de différence entre le jeune ou ce que, bon, à la limite, je me fous carrément de c'est quoi ton sport présentement parce que le but, c'est de te rendre à un niveau où ce que j'ai même plus besoin de me poser la question qu'est-ce que tu as intégré, qu'est-ce qui fonctionne chez toi, qu'est-ce qui fonctionne pas. On est vraiment rendu à un niveau du top de la pyramide où ce qu'on fait vraiment de la performance. Donc, mon idée, c'est vraiment que les athlètes, je suis en train de bâtir présentement à un jeune âge, qu'on puisse atteindre des niveaux que j'ai jamais atteints. En fait, j'espère que ce sera ça dans les prochaines années avec les jeunes qu'on bâtit présentement. Donc, pour des élites qui ont déjà normalement une bonne base, ça va être vraiment d'évaluer les qualités physiques, comme je mentionne. Fait que, si on a 6, 8, 12 semaines dans un été pour entraîner, par exemple, dans mon cas, c'est beaucoup de joueurs de hockey. Euh, puis le gros problème, c'est la force musculaire. Donc, on arrive dans les coins de patinoire, puis la personne, elle se fait bousculer par les joueurs plus physiques ou plus gros que lui, ben, à ce moment-là, on va identifier probablement un été où on va concentrer nos énergies à augmenter la masse musculaire, augmenter la force relative. Donc, élément très différent de ce que je ferais avec un jeune, où ce que là, c'est pas ça l'élément important, c'est vraiment plutôt au niveau des acquisitions de base euh, qui va être, ça va être une grosse différence. Ensuite, euh, donc, tu le disais tantôt au début de la discussion, on parlait d'identifier les faiblesses, donc les weak links. Avec Charles Poliquin, j'avais appris la structural balance, la balance structurelle. Donc, c'est un des systèmes qu'on utilise. La majorité du temps, les jeunes ont déjà commencé à exécuter les mouvements de base. On peut faire des comparatifs au niveau des charges qui vont être capables de lever différents patrons moteurs. Donc, exemple, on peut comparer le bench flat avec un press militaire ou un overhead press en anglais. Puis, on va avoir des ratios, des pourcentages pour calibrer euh, quelle, euh, quelle portion du mouvement sont plus faibles. Donc, d'entraîner. Encore là, si on prend le même athlète, ben dans l'été, si on a 8 semaines pour améliorer, en améliorant la faiblesse, ben on va avoir accès à améliorer un peu tout à la fois. Donc, c'est le chemin le plus rapide pour avoir accès à avoir des gains. Ça sera celle-là à ce moment-là. Donc, différent aussi qu'avec un jeune, parce qu'avec un jeune, je ne me casse pas nécessairement la tête à évaluer les faiblesses à ce moment-là, parce que justement, on est en train de modeler l'athlète. Donc, même si de toute façon, je ne fais pas de test avec des RM avec des jeunes athlètes, donc ça serait un peu aberrant de commencer à faire des conversions de pourcentage puis des analyses très poussées. Mais évidemment, on veut développer tous les types de mouvements. Ensuite, avec les élites, on va parler beaucoup plus de périodisation long terme.
Donc, on a déjà une idée avec les tests qu'on fait, quel genre d'athlète on a en face de nous. Contrairement à un jeune où ce qu'on est en train de le développer vers sa structure finale, ben avec l'athlète qui arrive et qui est déjà en âge plus de maturité, ben là, il va falloir organiser nos prochaines années. C'est quoi qu'on va obtenir comme résultat? Donc, il va y avoir une différence au niveau de la planification long terme entre les jeunes et l'athlète plus élite, si on peut dire. Ça revient après ça, évidemment, aux 3 piliers. Donc, pour moi, la pyramide, c'est vraiment de s'assurer qu'au niveau postural, on a un équilibre morphostatique complet. On a également l'aspect nutritionnel, mental que je parlais tantôt, mais pour la sphère physique, la sphère que je contrôle, il va y avoir la réathlétisation et la portion entraînement, donc tout le volet ingénieur de l'organisation de l'entraînement, de la périodisation, de la programmation, qui va être très différent chez un athlète élite que d'un jeune. Comme je mentionnais tantôt, un jeune, ça va être vraiment la fondation des mouvements. Un athlète élite, ben, on espère que la fondation l'a déjà maîtrisée. Si ce n'est pas maîtrisé à 100%, ben, on va ajouter des petits tweaks. Donc, on va aller chercher les manques à gagner, puis on va s'assurer d'avoir un équilibre optimal pour pouvoir ensuite aller chercher le volet de la performance qui va être le top de la pyramide. Donc, vraiment une approche. Si on regarde la pyramide d'apprentissage, là, on est vraiment à la base avec les jeunes, puis on est en haut avec l'athlète de haut niveau. Donc, maintenant, je reviens sur ta question. Tu me demandais par rapport à un truc que je trouve criminel un peu là, dans le monde de l'entraînement présentement. Je dirais que j'ai un peu répondu tantôt, mais on peut développer un peu ensemble, Gaël. C'est vraiment la spécialisation. Puis pas juste en bas âge. Hein. C'est sûr que c'est criminel, c'est mortel en bas âge, mais à tout âge, en fait. Si vous voulez garder, puis je peux prendre comme exemple un peu, là, moi et mes amis, on a un peu le même groupe d'âge, la mi-trentaine. Puis à un moment donné, c'est une question de temps. On a moins de temps même si tu es quelqu'un qui aime faire beaucoup de sport puis qui est bon dans plusieurs sports, il faut que tu en choisisses un ou deux parce que tu ne peux pas tous les faire. Mais ça va avoir un impact. Parce que si tu ne travailles pas, par exemple, le tennis qui va être plus coordination un-main, ben, puis tu as beaucoup de pliométrie également au tennis, mais quand j'arrive pour faire un transfert de ces habiletés-là dans un autre sport, comme par exemple le hockey, ben, il va falloir que je m'entraîne en salle pour garder mes acquis que j'avais quand je faisais du tennis, pour garder un minimum de forme physique pour un autre sport comme le hockey, par exemple. Donc, c'est le bordel, pas juste pour les jeunes, mais également pour les gens qui sont plus vieux. Puis quand on arrête de faire des activités qui nous demandent au niveau de coordination, de précision, etc., bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on conserve ces niveaux-là. Ces niveaux-là vont descendre. Donc, je pense que la spécialisation, la surspécialisation, c'est vraiment le truc qui m'embête le plus présentement dans le sport, dans l'entraînement, dans le milieu de la préparation physique, en plus de nous amener beaucoup trop de clients au final. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'aimerais ça avoir à faire moins de posturaux avec des jeunes enfants ou que leurs yeux ne convergent pas puis qu'ils ont 2 pieds complètement asymétriques puis que finalement, tu regardes ça et tu te dis, OK, je sais quel travail je peux faire avec cet athlète-là, mais si on avait une intégration sensorielle plus adéquate dès le départ, je pourrais faire ce que j'aime vraiment faire, c'est-à-dire faire de la performance, au lieu de juste rester dans la fondation continuellement. Donc, ouais, j'espère que ça répond à la question que tu m'avais posée. Totalement. Ouais, bah après, c'est presque obligatoire de passer par ces fondations et comme on les perd de plus en plus, au final, je pense que notre travail il va de plus en plus se concentrer sur les fondations. Absolument. Oh, oui. Et c'est notre devoir de le faire parce qu'en ce moment, il n'y a personne d'autre qui semble se rendre compte que c'est une catastrophe monumentale. Donc, ouais, définitivement. C'est le futur, mon ami. Ouais. Ouais, il y en a qui veulent lancer des fusées sur Mars. Ouais, exact. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là.
pas du tout. C'est ça. Du coup, là, on parlait des fondations, on parlait de plein de piliers que tu évoquais. Sur quelle sphère de l'entraînement tu agis en tant que préparateur physique? Parce que forcément, tu t'es entouré de plein de professionnels différents. Mais toi, en tant que préparateur physique, sur quelle sphère tu agis avec tes athlètes? C'est vraiment multiple parce que autant maintenant j'ai un chapeau de directeur d'entreprise, de chef d'entreprise, je suis propriétaire, donc c'est sûr que j'ai fallu que je délaisse certains éléments que j'aimais faire, dont la nutrition. Mais à un moment donné aussi, tu ne peux pas être spécialisé dans chacun des domaines de la préparation physique. Donc, déjà, juste de maîtriser, par exemple, la périodisation pour les athlètes, l'entraînement athlétique, je pense que c'est un giron unique à lui-même. Et je me concentre sur cet aspect-là qui inclut évidemment tout le côté organisationnel du client, de l'athlète quand il arrive nous voir. Le côté de la périodisation, dont toute l'organisation inclut la périodisation, inclut la programmation d'entraînement, donc le choix d'exercice des paramètres d'entraînement. Périodisation, pour les gens qui connaissent un peu moins, ça va être plus si on peut dire, euh, le contrôle optimal des variables de volume et d'intensité à travers le temps, okay? Pour aller chercher, évidemment, là, comme on disait, les meilleurs résultats. C'est vraiment le plan de match. Souvent, je donne l'analogie, les gens qui ne connaissent pas, tu as un plan d'affaires pour une entreprise, ben, le plan d'affaires de l'entraîneur, c'est la planification d'entraînement qui nous permet d'organiser un peu les différents objectifs dans le temps et les différentes phases d'entraînement qu'on devra parcourir pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça se situe vraiment à la fondation de mon travail. Évidemment, la réathlétisation, tout le volet, pas tactique, évidemment, même si j'œuvre beaucoup dans le domaine de hockey, puis je m'y connais quand même beaucoup, je n'interviens pas dans cet aspect-là parce que c'est pas mon domaine. J'ai des gens avec qui je travaille qui sont beaucoup plus outillés que moi, puis même à la limite, le côté technique. Ce qu'on va faire au point de vue technique dans la salle d'entraînement, ça va être des jeux d'apprentissage pour essayer de corriger des éléments qui vont donner au côté tactique, au côté technique, pardon, un coup rendu dans le sport. Donc, exemple, si on veut améliorer la coordination entre le palais du hockey et le contrôle des mains et des yeux, ben, on va donner des exercices en salle qui vont pouvoir donner à cet élément-là. Donc, ça va être une tâche connexe à mon travail du quotidien, quoique je n'irai pas travailler avec un athlète sur la glace, sa prise de décision, puis son lancer frappé. Par contre, on a des tests qu'on peut faire sur la glace pour avoir de l'information qui vont nous donner des stratégies et des éléments à travailler plus spécifiquement. Donc, un peu comme quand on fait l'évaluation en entraînement, les gens qui me parlent, les coachs qui sont sur la glace vont pouvoir venir me voir et me dire, regarde, lui, plus coup de patin, coordination entre le côté droit et le côté gauche. Lui, il lève la tête et il part la rondelle. Un autre, ça peut être son temps de réaction quand il vient pour prendre un tir, c'est trop lent. Donc, tous ces éléments-là vont être pris en compte dans la préparation physique. Donc, ça commence évidemment à faire beaucoup d'éléments. Je ne pourrais pas toucher, en plus de ça, à la nutrition, la préparation mentale. Puis aller sur les appareils technologiques comme le Renero Tracker qu'on a au centre. Je vais essayer de déléguer puis donner ça à d'autres. Mais le quotidien d'un préparateur physique, ça pourrait être tout ça. Si je n'aurais pas en plus le gym à gérer, là, ça pourrait être de toucher à tous ces éléments-là, définitivement. Ouais, parce que les gens, ils ont du mal à s'imaginer qu'il y a un parallèle entre le gym et les habilités techniques. Souvent, quelqu'un qui Exact. est mauvais tennisman, ils disent j'ai un mauvais coup droit. Eh ben, fais des coups droits, fais des coups droits, fais des coups droits. Un skieur, ils vont lui dire j'arrive pas à skier vite. Eh ben, fais des lignes droites, tu vas t'habituer à la vitesse. Ou il y a Exact. plein d'exemples. Alors que si en fait son coup droit, c'est qu'en fait c'est sa coordination à humain qui est pas bonne de ce côté-là, eh ben, il ne pourra jamais nous faire des coups droits. Ou au contraire, ou d'autres éléments où ses yeux, il ne voit pas la balle. Donc, il ne pourra jamais nous faire un coup droit de ce côté-là. Tu as tout compris, Gaël. Et ça aussi, c'est criminel. Parce que là, on va prendre des athlètes, on leur fait répéter, 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 et on laisse croire à l'athlète et à la population que c'est de répéter tout le temps le même truc.
qui va faire de vous un meilleur athlète. La répétition, c'est un facteur, mais il faut faire une qualité de répétition. Donc, si on n'a pas les éléments, les prérequis, si on peut dire, pour exécuter une tâche motrice de façon optimale, ben, on va entraîner quoi? On va entraîner une compensation. Puis à un moment donné, ben, comme tu donnais l'exemple du skieur, un skieur qui compense, ça fait quoi? Ah ben, ça sort sur les lignes de côté, puis ça se brise en deux parce qu'à la vitesse que les gars ils vont, s'ils n'ont pas une bonne perception spatiale ou il y a un côté de leur. Ils ont un pied, par exemple, qui est valgus, puis quand ils tombent de ce côté-là, ben, ça ne tient juste plus. Ben, passer un certain niveau de vitesse ou un certain niveau de charge ou de force sur la structure, ben, ça va lâcher. Donc, les gens se pètent la gueule, puis ils se demandent pourquoi, puis après ça, bon, on les opère, puis ils deviennent de moins en moins performants. Donc, ouais, c'est autant que la surspécialisation avec les jeunes, c'est une connerie, mais d'entraîner une asymétrie et d'entraîner de ne pas comprendre, en fait, le mécanisme d'entraînement, c'est carrément ça. Donc, pour comprendre l'entraînement, c'est pas juste de comprendre son sport. Hein. La plupart des coachs dans des institutions sportives, que ce soit dans le domaine olympique, dans les sports amateurs, dans le sport professionnel, c'est pas nécessairement tout le temps les gens qui sont les plus qui ont les meilleures bases physiologiques sur l'aspect neurologique, anatomique et l'aspect physiologique, neurologique et anatomique. Puis on se ramasse avec des gens qui répètent des structures d'entraînement qui se sont fait passer d'une personne à l'autre et c'est le nom qui va primer sur tout le reste. Mais bon, c'est appelé à changer parce que, évidemment, avec le travail qu'on fait, nous, j'imagine juste pas dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, on va commencer de plus en plus à parler de ces éléments-là. Et ça va devenir l'athlète qui va choisir. Est-ce que je choisis d'aller chercher une méthode qui va me pouvoir permettre d'avoir accès à une pratique qui va optimiser vraiment mon geste sportif à un geste avec un gros G, ou je vais continuer d'entraîner des modalités de compensation continuellement. Donc, ça, c'est un choix que chacun d'entre nous va avoir chacun d'entre eux, en fait, va avoir à faire éventuellement. C'est ça. C'est parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que tout ce mouvement, tout ce geste technique, il est pas automatique, mais je sais pas, en disant, tu sais, c'est comme les coachs de course qui disent ouais, quand tu cours, ton épaule elle est de travers, remets-la droite. Ben, ça Ouais. marche pas. Tu ne choisis pas de l'avoir de travers ton épaule. C'est parce qu'il y a un souci dans ta biomécanique de mouvement qui fait que ton épaule elle est comme ça. Ouais. Et c'est fou, hein? On a beau le répéter dans les formations depuis des années avec Matt et toute la gang, que ce soit de l'Institut IP ou les gens qui sont formés en posturo. Même il y a des gens qui sont formés en posturo qui ne comprennent pas encore qu'on ne peut pas coacher la course. Puis, on a beau le répéter aux clients, aux athlètes, puis ça ne passe pas. C'est vraiment une dynamique. C'est pas évident. C'est un mythe, en fait. C'est un concept qui est très lourd à digérer. Là. Il va falloir trouver une façon de le faire passer mieux parce que c'est la base. Là. Si les gens finissent par comprendre, comme tu dis, que le geste du sportif, quand il est en train d'exécuter plusieurs tâches motrices, en plus d'avoir à agiter la gravité au quotidien, puis à gérer toute l'information sensorielle, si on pense que tout ça, ça peut être coaché individuellement, ben écoute, c'est d'une stupidité hors norme. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tu es en train de courir la vitesse maximale que tu peux aller chercher. Il va falloir que tu penses à redresser tes épaules pendant ce temps-là. Je veux dire, juste de dire ça, c'est une aberration hors norme. Là. Mais bon, il ne faut pas non plus généraliser. Je pense qu'il y a quand même une ouverture tranquillement pas vite sur la neurologie. Donc, les coachs, c'est un aspect de l'entraînement ou des préparateurs physiques qui manquaient. On tranquillement pas vite des percées de ce niveau-là. Donc, je pense que ça va changer, mais c'est long. Pour nous, là, que ça fait déjà 10-12 ans qu'ils répétons le même truc, là, quand il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je suis allé voir mon coach de course, puis ça m'a fait du bien à ma foulée », je suis comme, ah, bordel, mais écoute, tu vas aller dehors puis tu vas te mettre à courir en plus le tapis. Tu le sais pareil comme moi, Gaël. Là. On s'entend que c'est pas le même patron de course, c'est pas la même restitution, c'est pas la même absorption. Tu peux pas expresser ton mouvement de la même façon que quand tu cours sur du gazon, du sable, du béton ou quoi que ce soit. Mais bon, croisons-nous les doigts, là.
que faire des podcasts, que de continuer de faire des vidéos pour l'expliquer, que les gens vont finir par se le mettre dans la tête. Là. Ouais. Et enfin, comme dit Matt, c'est qu'on ne peut pas cacher le résultat. Et quand ça marche, eh ben, on peut pas choisir autre chose. Ouais, comme Charles Poliquin disait, success leave clues. Donc, le succès, ça laisse des traces en arrière. Là. Donc, un peu la même façon de le dire. Quand tu as des résultats avec quelqu'un, surtout, on a fait tourné une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, Ouais, sur le sur squat. la posturo, avec 2 de mes athlètes qui n'avaient pas fait de posturo encore. Puis, écoute, on a utilisé que la semelle. Là, on travaille sur à peu près 50% du truc avec des exercices oculaires de base comme on faisait il y a 10 ans. Puis, les gars se corrigent en dedans de même pas 2-3 minutes. Là, c'est la folie. Là. Donc là, on agit vraiment sur les structures sensorielles qui nous permettent d'avoir des changements sur le mouvement humain. C'est ça le but. On est responsable. Le profil kinésiologie dans lequel j'ai étudié, c'est de comprendre le mouvement humain. On a 3 ans plus des stages pour comprendre ça. Puis on n'apprend pas ces genres de trucs-là. On n'apprend pas ces concepts-là. Donc imagine comment on est loin derrière. Là. On a du chemin à faire encore. Ouais, c'est ça. Mais bon, petit à petit, les gens ils vont s'en rendre compte que de faire Ben oui, tous les jours ben oui. 1 minute d'exo oculaire, ça vaut mieux Ouais, que chaque fois 1 heure à essayer de contrer son épaule qui bascule, ça marche mieux. exact, exact. Ouais, c'est ça. C'est ouais, le chemin, on est en chemin. Tu parlais de la préparation physique et de l'aspect technique. Quel rôle, toi, ou quelle place tu mets à la préparation physique dans le sport de l'athlète, enfin, avec l'athlète dans sa semaine, par exemple? Tu veux dire la fréquence ou le volume d'entraînement de l'aspect technique? Ou plutôt l'importance. Pas la fréquence en termes d'organisation hebdomadaire, mais OK. plutôt. Bon, ouais, je comprends. Ouais. Ben écoute, c'est un peu comme qu'on mentionnait tantôt. Tu peux répéter un geste sportif technique des milliers de fois dans ta semaine. Bon, il y a la fameuse loi des 10 000 heures. C'est rien de scientifique, on s'entend, là. C'est quelque chose qu'on s'est aperçu. C'est une étude épidémiologique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Au final, moi, je m'en fous. Si je peux faire le même truc que toi en 5000 heures, ben, tout le monde va venir me voir moi à la place de toi. Là. C'est un peu ça l'idée que je te disais tantôt. La philosophie Athletic One, c'est les meilleurs résultats en le moins de temps possible. Donc, si je peux, par exemple, je te donne un exemple au niveau de la capacité d'avoir un bon contrôle moteur avec la rondelle au hockey. Si un athlète X, il faut qu'il passe 10 heures pour juste avoir une amélioration de 10% au niveau de la capacité de contrôle moteur de ses mains, qu'on appelle les mains au hockey, d'avoir des bonnes mains, puis que dans cette portion de temps-là, je ne peux pas travailler d'autres choses, d'autres qualités physiques que je pourrais faire en entraînement, des systèmes d'énergie, d'autres capacités, son tir, etc., mais que je suis obligé de garder un certain volume, une certaine fréquence, juste pour garder une légère progression, même juste maintenir, mais que je trouve au final une façon de faire le même truc, mais en moitié de temps. Qui va dire non à cette façon de fonctionner-là? Donc, c'est toujours ça qui est intéressant avec la préparation physique, puis il reste beaucoup de choses à déterminer, plein d'informations encore qu'on n'a pas, justement par rapport à ces paramètres-là. Tu sais, combien de temps qu'il faut passer? On ne le sait pas. La réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Pour une personne, peut-être que ça va être 10 heures par semaine. Pour une autre personne, ça va être peut-être 1 heure. Qu'est-ce qui fait que chez une personne, c'est 10 heures, puis un autre, c'est 1 heure? Il y a plusieurs éléments. Puis je pense une des réponses à ça, ça va être plus au niveau de l'aspect neurologique. Donc, si un patron moteur a plus de facilité à l'apprendre qu'une autre personne, ben, c'est définitivement parce que ton information sensorielle et toutes les boucles réflexes que tu as au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, sont plus efficaces que l'autre personne qui est devant toi. Tu as moins de compensation dans le mouvement, donc tu n'as pas en plus toute cette poussière d'informations sensorielles à gérer qui est au détriment du geste sportif. Donc, au final, on est dans les balbutiements du début de la compréhension de ces éléments-là. Donc, c'est vraiment difficile, c'est de l'expérience. Puis, il n'y a pas d'études qui est faite là-dessus, évidemment, parce que les gens ne sont même pas rendus compte encore que c'est des éléments qu'il faut également gérer en préparation physique. Donc, peut-être qu'ensemble, on pourra faire nos propres études, Gaël, éventuellement, puis en venir à certaines conclusions. Pour l'instant,
j'ai pas de données, surtout que c'est pas un volet avec lequel, je fais affaire beaucoup. C'est pas mon créneau, c'est le développement des habiletés motrices spécifiques au sport. Moi, c'est plus le volet préparation physique et technique, mais technique via des concepts similaires qu'on va retravailler dans le gym pour donner aux tâches motrices à exécuter pour le sport spécifique. Donc, c'est difficile à moi pour moi de répondre ça. Mais bon, après ça, j'ai des gens qui m'ont déjà dit moi, si je ne pratique pas mes mains 3 heures par jour, je les perds. Donc, ils vont voir un effet délétère à la vitesse, au mouvement, à la précision du geste, à la coordination. Donc, écoute, ça fait commencer à faire beaucoup d'heures dans la semaine, là, juste pour maintenir. Là. On ne parle pas de progresser. Et ça, évidemment, c'est à des niveaux plus avancés. C'est juste des constats d'expérience en ce moment. On n'a pas vraiment de données. Puis en plus, c'est un geste très précis. Le mouvement avec un palais de hockey, c'est un des mouvements probablement les plus difficiles parce qu'on a une extension du corps qui est en plus extrêmement longue. Et en plus, tu as la gestion du déséquilibre à gérer en patin. Fait que c'est. Le hockey, je trouve ça merveilleux. C'est pas juste parce que c'est mon sport, mais c'est parce que d'un point de vue du système nerveux, tu as vraiment des activations très, très. Si on regardait un IRM, une résonance magnétique fonctionnelle du cerveau, je suis convaincu qu'on aurait vraiment accès à avoir le cerveau très, très allumé pendant le sport qui est le hockey, contrairement à des sports qui sont très semblables comme le soccer, etc., le foot chez vous, juste à cause de la dimension du fait de l'instabilité. On sait que ça va amener le système nerveux à être beaucoup plus sollicité, finalement. Ouais. Non, mais... En plus d'ajouter, évidemment, le palais qui est un développement plus d'un côté du corps. Donc, déjà là, on a un geste un peu plus précis que le soccer, parce qu'on va utiliser les deux côtés des jambes, que les mains sont moins impliquées. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sport complexe par la force des choses, là. Mais ça m'a toujours... j'ai toujours commencé à penser à ça. Tu sais, le tennis, c'est la même chose. Tu as une extension au niveau de la main. Bon, tu n'as pas la glace à gérer avec le patin, mais quand même, juste d'avoir cette balle-là, le badminton, le ping-pong, tous les sports qu'on a une extension au niveau du corps, on sait que ça demande une évolution plus grande parce qu'il y a un apprentissage à faire avec quelque chose qui est plus grand que nous, finalement, si on peut dire ça comme ça. Ouais, le fait d'avoir un outil, en fait, il n'a pas Ouais. de retour sensoriel, cet outil. Il peut pas, c'est pas comme si on prenait, hop, on le branche sur le cerveau en disant c'est bon, le bouton Exact. est connecté. Donc, en fait, on a une espèce de vide, enfin de gap d'information en disant mince, comment je fais? Exact. Ah, c'est vraiment l'extension de nous-mêmes, puis il faut apprendre à le gérer. C'est toute une adaptation à ajouter. Puis c'est tout le temps ça que je dis souvent quand je suis allé en France avec Matt. Après ça, j'ai fait de la formation pour les entraîneurs là-bas. Puis, tu sais, on blague ensemble. Puis je leur dis justement ce truc-là par rapport au hockey. Puis là, les mecs, tu sais, ils se prennent le torse. Puis ils disent, ah, mais là, tu sais, le foot ou le rugby, la demande physique. Puis là, je dis, écoute, les mecs, on peut tout de suite l'essayer. Pour vous qui avez même déjà patiné dans votre vie, on s'en va jouer un match de rugby ensemble. C'est sûr que je vais être capable de vous suivre. Tu sais. Je vais jouer au soccer ou au foot. J'ai déjà joué élite. Vous allez probablement être meilleur que moi parce que votre foot, votre soccer là-bas, vous jouez plus souvent que nous autres. C'est plus c'est institutionnalisé chez vous en France. Donc, vous êtes vraiment des très bons joueurs de foot, de soccer, contrairement peut-être à nous au Canada, surtout il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Donc, je serais capable de jouer avec vous, vous seriez meilleur que moi. Par contre, si je vous amène tous sur la glace jouer au hockey, je suis pas sûr qu'on est même capable de jouer un match. Tu sais? Fait que c'est ça, la réalité du hockey, c'est hyper rapide en plus. Il y a des vitesses de pointe, des fois jusqu'à 40-45 km/h sur la glace. Donc, le temps de réaction, tout en fait de ce sport, même si j'y jouais pas, d'un point de vue juste analyse des différents aspects qu'il faut maîtriser, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Je vous ai vendu le hockey, les mecs. Tu vas voir, quand le podcast va sortir, les licences de la Fédé de hockey, elles vont monter.
Exactement. Ou en France, tout le monde va s'inscrire. Ouais, c'est Ah ouais, bon. je vais stimuler mon cerveau à fond. Ouais, c'est ça. Si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute, Un athlète? ouais, Euh, Écoute, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des athlètes qui veulent pas nécessairement savoir ce qu'ils font, mais je pense que c'est essentiel euh, de comprendre tout le volet préparation physique, toutes les sphères qu'on a déjà discutées ensemble. Je pense qu'un athlète devrait s'éduquer pour choisir la bonne personne avec qui aller voir. Je vois beaucoup trop d'athlètes de haut niveau, puis même des athlètes avec un bon potentiel qui ne sont pas rendus à des hauts niveaux encore, euh, être conseillé d'aller voir des coachs parce qu'un nom, une façon de fonctionner qui n'est pas nécessairement la bonne pour cet athlète-là présentement. Donc, ouais, de s'éduquer pour pouvoir prendre une décision éclairée, un peu comme voulez vous acheter une voiture, ben, vous allez vous renseigner un peu sur les différents modèles qui sont offerts, différentes gammes, etc., pour pouvoir prendre une bonne décision avant d'aller au concessionnaire. C'est un peu le même truc. Donc, je sais que c'est pas, les gens voient pas ça aussi impliquant de la préparation physique que d'acheter une maison, d'acheter une voiture, mais ça devrait même être plus impliquant parce qu'on parle de votre corps humain. Donc, élément numéro un pour les jeunes athlètes, ou même pour les athlètes des fois qui sont des élites, mais qui n'arrivent pas à sortir d'une blessure ou qui ont des problèmes dans leur carrière, ils atteignent un niveau, puis ils sont plus capables de continuer de se dépasser ou ils ont des régressions, de se poser des questions, de commencer à évaluer si la prise en charge est faite de façon globale là, dans leur préparation physique. Ça, je pense que ça serait l'élément numéro un. Ensuite, élément numéro deux, définitivement, le game changer. C'est la réathlétisation et la posturologie, donc tout l'aspect neurologique de l'entraînement. Et après ça, évidemment, le volet performance, développement des capacités physiques qui vont être transférables dans la spécificité du sport. Et puis, comme dernier élément, je dirais continuer à faire du multisport. Donc, vous avez une position dans un sport très spécifique, mais vous êtes un sportif, évidemment, de haut niveau, vous avez d'autres intérêts, c'est sûr, dans d'autres sports, bien, continuez de les pratiquer. C'est une belle façon d'aller travailler, justement, sans être tout le temps dans un modèle de « Ah, il faut que j'aille m'entraîner ». Ça peut être un loisir, un lobby qui devient, dans le fond, quelque chose qui va vous permettre de toujours être performant dans le sport principal de votre vie. ouais. Ah, ils sont pas mal tes conseils. Cool, man. Je passe le jugement du maître français. On va pas aller là-dedans. Je suis pas encore là. Quelle différence tu vois entre quand tu as commencé? Tu m'as dit ça fait plus de 10 ans qu'avec Matt, vous êtes un peu les pionniers de toute cette vision de l'entraînement. Et maintenant? Ouais. Euh, la quantité d'informations, je pense, Gaël. Au début de ma carrière, pour, par exemple, aller faire une formation à Charles Poliquin, qui était déjà très connu à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. Là, tu n'avais pas de réseaux sociaux. Il fallait peut-être des gens qui savaient qu'il allait avoir une formation à tel endroit, puis quasiment avoir une invitation. Là, c'était très, on a un terme là, ici, underground. Là, c'était pratiquement en dessous de la table, là, à la limite. Là. Puis les coachs, contrairement à aujourd'hui, où ce que là, on promouvoit vraiment l'échange d'informations, tous les coachs veulent devenir des formateurs. Tu as un gars qui, ça fait un an qu'il est dans le domaine, puis il est déjà en train de former des coachs. Là, c'était complètement à l'opposé de ce qui c'était il y a une dizaine d'années, où ce que les coachs qui avaient 30 ans d'expérience ne voulaient pas donner des trucs aux nouveaux coachs arrivants. C'était comme on garde l'information pour nous. Alors que maintenant, ben, tout est sur Internet. Donc, si vraiment quelqu'un veut avoir l'information, il va la trouver. Puis après ça, ben, pour les formations plus spécifiques, évidemment, c'est hyper facile également. On a juste à taper. Donc, la quantité d'informations qui est un avantage et un désavantage. Donc, oui, on a beaucoup d'informations, mais comment s'y retrouver? Fait que je pense que le futur au niveau des formations, c'est surtout pour démêler les concepts, les méthodes, s'assurer d'avoir une ligne directrice dans la façon qu'on veut travailler. Parce que souvent, même si tu fais beaucoup de formations, tu t'inscris en ligne à des formations, tu lis des livres, etc., mais comment placer ça dans une méthode de travail? Moi, de mon côté, je pense que dans les dernières années, c'est surtout ça qui
c'est un des aspects qui fait une différence et qui me différencie des autres entraîneurs, c'est que j'ai fait des formations, mais je m'assurais de maîtriser les éléments qui, pour moi, semblaient les plus importants dans ce que j'apprenais. Et de rendre ça digérable, donc d'être capable d'utiliser justement ces concepts-là au quotidien, pas seulement d'avoir une méthode de travail où je vais prendre tel élément si ça convient à ce client-là ou quoi que ce soit. Non. Ce que je trouve important, ben, ça fait partie de mon modèle de ma prise en charge, puis c'est mon quotidien maintenant. Donc, c'est ça, le désavantage, ça serait que c'est dur de se retrouver pour l'entraîneur. Là, je me mets à la place d'un coach qui commence, là, c'est dur de se retrouver. Mais il y a moins de se faire. Donc, entre les 10 dernières années, je te dirais la grosse différence, c'est probablement ça. Avec l'arrivée également là, des réseaux sociaux, on a les fameux experts de fin de semaine là, qui ont fait une compétition de fitness, puis même si c'est pas mon domaine, deviennent des entraîneurs de renom parce qu'ils ont une bonne plateforme marketing puis ils ont des abdos. Donc ça, je trouve ça quand même assez fascinant. Ça, c'est une grosse différence d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait non seulement que tu aies la shape, mais il fallait que tu sois capable d'entraîner d'autres personnes comme toi qui vont avoir la shape ou qui vont avoir des résultats, finalement. Maintenant, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir des résultats, tu as juste besoin d'avoir de la gueule, puis un modèle d'affaires intéressant, puis des réseaux sociaux, un marketing, une approche vraiment dynamique, là, puis tu peux cartonner là, à fond. Là. Fait que, les grosses différences, je pense, se situent là. C'est de démêler l'information et de s'assurer qu'on ne tombe pas dans l'expert de week-end au niveau des entraîneurs. Ouais, c'est ça. Si les athlètes ils doivent choisir un entraîneur, c'est, je pense, il vaut mieux discuter avec les gens qui l'accompagnent, de ce qu'ils disent de son service, de comment ils vivent son entraînement, que vraiment aller sur son site internet et regarder tout ce qui est tout beau, comme tu dis, dans le tunnel de vente. Ouais, mais ça reste le seul domaine en ce moment où les gens veulent de la rapidité, puis ils veulent travailler le moins fort dans tout. Hein. Donc, c'est malheureux, mais dans ce domaine-là, ça va prendre des efforts, puis ça va prendre du temps. Donc, comment arriver en tant qu'entraîneur pour justement, comme on disait tantôt, optimiser ces deux facteurs-là, c'est avoir les meilleurs résultats dans le moins de temps possible, mais pour que tout le temps, ça soit quand même des temps relatifs à ce qu'on voit qui est complètement un non-sens, là, les fameux 3 mois ou même c'est rendu des 30 jours de modification corporelle complète. C'est pas évident parce que là, toi, tu arrives, tu dis, écoute, ça va prendre 1 an pour changer ta composition corporelle. Les gens te regardent, il faut que tu investisses 3 000 $ sur l'année pour des suivis, etc. Ah, ben, je vais aller me prendre un programme à 30 $ pour 30 jours en ligne, puis salut, là, tu sais. Fait que c'est pas évident. Il faut faire son chemin à travers tout ça. Fait que je pense que l'avenir, c'est vraiment, il faut que on se relie ensemble puis on donne de l'information juste sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait plus de gens comme nous qui parlent des vrais trucs et moins d'experts de week-end qui vont chercher la masse, finalement. Ouais, c'est ça. Si tu croisais le Gabriel il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Oh! Écoute, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aurais à le dire? Ben, je suis peut-être pas exactement où j'aurais voulu être au stade que je suis dans ma carrière, mais en même temps, je suis pas très loin. Donc, ça aurait peut-être été plus évident pour moi. À certains moments, je serais parti des certains gyms où j'ai travaillé, puis je suis resté là trop longtemps. En fait, un peu, qu'est-ce qui m'a mené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est de rester sur mes valeurs et mes principes. Donc, je pense, comme coach, si je me reverrais, ben, je me répéterais ça à moi-même. Je me dirais, écoute, tu fais la bonne décision de continuer de rester parce qu'il y a eu des moments où j'avais des décisions importantes à prendre, puis que j'hésitais entre plaire aux autres et rester sur mes convictions. Et d'avoir resté sur mes convictions à chaque moment, ça m'a bâti ma confiance, ça m'a bâti la carrière que j'ai aujourd'hui.
Je pense que de continuer à travailler comme ça, avec cette idée-là en tête, ça peut que me rendre service. Donc, de me rendre peut-être compte de ça plus jeune, puis d'être confiant à le faire, puis de ne pas hésiter, puis ça aurait peut-être avancé un petit peu plus rapidement que ça l'a été, mais en général, je veux dire, les livres, les gens que j'ai eu à côtoyer, je suis tombé sur les bonnes personnes, fait que j'ai pas de regrets, en fait, dans ma carrière jusqu'à maintenant, si ce n'est que peut-être là, de me développer un peu plus la sphère réseaux sociaux, là, marketing, etc. Je suis pas très en vue sur ces plateformes-là, mais cette année, là, on s'y met pour vrai. Là. Ouais, mais il faut choisir. C'est soit tu fais de l'entraînement et de la prépa physique, soit tu fais des réseaux sociaux. C'est C'est pas... exactement ça. Exactement ça. As-tu compris? Et du coup, en parlant de réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, c'est Athletic One avec un K. Ouais. Barre en bas, One, O-N-E, comme en anglais. Sur Facebook, c'est Athletic One Préparation physique. Donc, écrit comme vous voyez ici là, sur la casquette, sur le chandail. Et c'est ça, LinkedIn, j'ai pas de LinkedIn pour l'entreprise pour l'instant, mais vraiment, les deux réseaux que j'utilise, là, pas de façon extrême, c'est Facebook et Instagram pour le moment. Sinon, ben évidemment, si les gens ont des questions, peuvent m'écrire sur Facebook, Messenger, pas de problème, je vais répondre sans problème. Bon, mais nickel. Juste avant qu'on finisse, attends, il faut que j'aille retrouver quelque chose, mais je voulais juste faire une petite dédicace. Regarde ce que j'avais. Oh! Je Mais l'ai. t'as trouvé ça où, man? C'est Matt qui me l'avait donné. Ah, that's it! Enfin, Nice! officiellement, je l'ai gagné. Officiellement, je l'ai gagné. Ah ouais, that's it! Ah, c'est cool, ça! Ouais, ouais. Et j'y ai pensé. Je m'attendais pas à ça, man. Ouais, j'y ai pensé pendant le live quand t'as fait comme ça, que t'as fait ton t-shirt. J'ai fait, oh, mais c'est vrai, j'en ai un de. Ben oui. Ouais, Nice, ouais. nice. Hey, toi, t'es prête pour t'en venir nous voir à Tour de Coin. T'as même déjà le chandail, man.